Et je sentais que j'étais vraiment la bizarre du groupe tout le temps. Comme on a décrit la maladie sur des garçons, ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les filles. Pas parce qu'on est autiste et qu'on a des problèmes d'interaction sociale qu'on n'a pas envie d'en avoir. Et il y a ce moment de basculement. C'est la fierté de voir que ton enfant te ressemble et l'angoisse de voir que ton enfant te ressemble. C'est un long chemin d'accepter son autisme, mais je suis heureuse d'être autiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Maude, comment vas-tu? Eh bien, j'ai envie de te dire, ça va bien, tout Ça va. simplement. Eh ben c'est super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Maude, j'ai 40 ans, euh, je suis maman d'un enfant, euh, je suis autiste, euh, j'ai été diagnostiquée très récemment, donc à l'âge adulte. Euh, Sinon, que puis-je dire? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne, qui te fait Alors, vibrer? qu'est-ce qui me passionne? Bah, ça va être justement un sujet. Dans les passions que j'ai, c'est tout ce qui a rapport avec le fil. Ok, Donc, tout ce qui va être couture et autres. Voilà. Et le make-up. ok. Ah, ça aussi, c'est ce qu'on appellera un intérêt spécifique. Voilà. Ok, trop bien. Alors du coup, aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'autisme au féminin, de tout ce que ça implique et aussi de la question plus large du genre dans l'autisme. Donc avant ça, un petit trigger warning sur plusieurs sujets qui vont être abordés. On va parler de troubles psychiatriques, de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, de mutilation, de violences sexistes et sexuelles, de maltraitance familiale et médicale, de validisme et de toute forme de LGBTQ+ phobie. Donc voilà, si ce sont des sujets difficiles pour vous, merci d'en prendre compte et préservez-vous surtout. Avant de nous raconter ton histoire à toi, Maude, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est l'autisme? Parce que j'ai l'impression que c'est un concept assez flou pour beaucoup de personnes. Donc voilà, si tu peux nous faire une petite explication, ce serait super. Alors oui, effectivement, c'est un concept même extrêmement flou pour la population, parce que la phrase qu'on me répète le plus souvent, c'est «Oh, t'as pas l'air autiste». Voilà. Donc, parce que les gens se font une idée fausse de l'autisme, euh, ou du moins, on va dire, tronquée. C'est-à-dire que les images qu'on a de personnes autistes, ça va être The Good Doctor, ça va être Rain Man pour les plus anciens, Sheldon Cooper. Donc déjà, principalement des hommes. Mm. L'autisme, finalement, ça représente à peu près 1% de la population française, voire mondiale, hein. Ça, on n'a pas des chiffres dans tous les pays, mais globalement, c'est 1%. Donc, il y a déjà assez peu de monde touché par l'autisme. Si on doit retenir des points importants, en fait, c'est que c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire que on est autiste, on vit autiste et on meurt autiste. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de soins curatifs. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas arrêter d'être autiste. Alors, comment on détecte l'autisme? Eh bien, simplement par des comportements. Euh, alors, le plus remarqué, en général, c'est les déficits, en fait, dans les relations entre les gens. Alors, comment expliquer ça? C'est-à-dire que si, par exemple, tu m'affiches un sentiment, je ne peux pas prévoir ni ce sentiment, ni les intentions. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, oui, potentiellement, moi aussi, je ne sais pas toujours ce que les autres pensent. Oui, sauf que nous, c'est encore plus poussé. C'est-à-dire on peut pas se situer vis-à-vis des sentiments des autres. On va être perçu des fois comme mal poli,
parce qu'on a dit la chose qu'il ne fallait pas dire. Mmh. Voilà. Euh, ça peut être simplement de l'ordre de l'échange avec quelqu'un jusqu'à vraiment se positionner dans un groupe. Ça peut être un petit peu compliqué. Ensuite, il y a un deuxième point qui ressort principalement, c'est des comportements, des intérêts, des activités, euh, comment dire, à caractère restreint. C'est-à-dire que on va avoir ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. OK. Les intérêts spécifiques, c'est pas une passion. Une passion, on vit la passion, c'est voilà. L'intérêt spécifique, ça te dévore. Tu ne penses qu'à ça, tu ne vis que pour ça. C'est une source de plaisir infini pour une personne autiste. Et les intérêts spécifiques sont absolument essentiels pour les autistes. Il y a quelques petites particularités qui permettent le diagnostic. Ça va être par exemple une hypersensorialité. Alors, ou une hyposensorialité, l'un ou l'autre. Et on peut avoir une, une ouïe très sensible, mais une vue très basse, un OK. toucher très fin. Alors, ça en vient même gênant. Par exemple, personnellement, je souffre d'hyperacousie. Donc, le bruit pour moi, c'est quelque chose de particulièrement fatigant, voire de tétanisant. OK. Voilà, donc c'est souvent sur ça qu'on repère les gens. Mais pour repérer, faut-il encore regarder? Vaste sujet. C'est tout le problème. OK, ça marche. Bah, ça me semble assez clair. Tu as des choses à rajouter sur, ce que c'est l'autisme ou tu penses que tu dit tout ce que tu voulais dire à ce propos-là? Alors, le problème, c'est que l'autisme, c'est un spectre. Mmh. Alors, maintenant, on appelle ça le TSA, donc le trouble du spectre, les troubles du spectre autistique. Parce qu'en fait, il y a vraiment pas une échelle d'autisme. On n'a pas des gens qui sont peu autistes et des gens qui sont beaucoup autistes. On va avoir des personnes qui sont touchées de façon différente sur l'autisme, qui ont un symptôme plus fort qu'un autre. Voilà, donc on a effectivement différents axes où on va se placer. C'est vraiment, faut s'imaginer un peu sur, voilà, vraiment un spectre. C'est vraiment Mmh. l'idée. Euh, et effectivement, il y a quand même pas mal de choses à déconstruire actuellement sur l'idée de l'autisme. Par exemple, l'autisme Asperger. On en entend énormément parler. On s'imagine toujours que c'est l'autisme de haut niveau intellectuel, le génie insupportable. Euh, voilà, ça, c'est un cliché. Ce qui est appelé le syndrome d'Asperger, c'est quelqu'un qui est autiste. Alors, selon les personnes, on va dire qu'il est autiste ou qu'il souffre d'autisme. Chacun se définit comme il veut. Moi, je me dis que je suis autiste. Euh, et en fait, voilà, il n'y a pas de retard cognitif, mais il n'y a pas spécialement de, on va dire, performance cognitive. Ils n'ont pas un QI plus élevé, hein. C'est-à-dire que leur QI est situé entre 70 et 160. Voilà, c'est ce qu'on définit comme pas de retard cognitif. Mmh. Voilà. OK, Voilà, c'est c'est... très clair et justement, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent qu'il ne faut plus utiliser ce terme d'Asperger pour tout ce que ça implique. Est-ce que tu peux expliquer justement ce qu'il y a derrière ce mot Asperger? Alors, j'en fais partie, hein, des personnes qui ne souhaitent plus utiliser ni le terme Asperger ni Aspi. Euh, pour la simple et bonne raison que Hans Asperger, c'est un médecin qui a été complice en fait du système du Troisième Reich et qui a travaillé effectivement pour identifier sur des enfants quels étaient en fait les enfants qui étaient porteurs d'un autisme, on va dire, euh, qui ne les empêchait pas d'avoir une vie, on va dire, fonctionnelle, comme on Ouais. dirait à l'époque. Et il y avait ceux qui étaient considérés comme handicapés et qui étaient considérés comme ne méritant pas de faire partie. Ouais. Voilà, je suis très mal à l'aise. Donc il y a vraiment une idée de validisme, Mmh. c'est-à-dire de tri de population. Et il a participé à, à ce tri de population. Alors, il faut se dire que Hans Asperger, c'est 1906-1980. Ouais. Il est mort à Vienne. OK. C'est-à-dire que c'est un médecin qui a été énormément écouté, malgré tout, même après la fin de la guerre.
Et ces théories ont été énormément reprises. Il y a même eu tout un mythe hein, sur Asperger, comme quoi il avait fait une sorte de liste pour sauver des enfants, alors que non, il a eu totalement le comportement inverse. Ouais, je Et vois. puis il y a aussi autre chose, hein, c'est-à-dire que entre autistes, on vit tous le validisme de la société. On ne le vit pas de la même façon, mais il est important qu'on se soutienne. On est 1% de la population, Mmh. c'est pas une grosse représentation. Et si on commence à mettre voilà, des échelles de valeur entre nous, ça va être catastrophique. Et c'est du validisme. Donc, non, c'est un Mmh. refus catégorique. Très bien. Et peut-être que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est le validisme, justement, comment est-ce que tu le définis pour les gens qui connaissent pas le mot? Alors, le validisme, c'est une forme de discrimination. Euh, c'est finalement, quand on est une personne valide, on a accès à toutes les possibilités du monde. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais moi, par exemple, je suis une femme, mais je vis la misogynie. Oui, mais tu restes, par exemple, valide. Mmh. Tu n'as pas de handicap. Donc, tout ce qui est associé au handicap, à la stigmatisation du handicap, aux soins liés au handicap, à la dépendance financière liée au handicap, tu ne le vis pas. Voilà. Et il y a de fortes discriminations, en fait, de la part des personnes valides sur les personnes qui sont porteuses de un ou plusieurs handicaps, en fait. Mmh. Et on n'en a pas forcément conscience. Hein. Ne pas en avoir conscience, ça, on va dire, ça peut arriver. Mais c'est important d'écouter les personnes qui vous disent non, là, le comportement que tu as, il est validiste. Mmh. Tout le monde n'y a pas accès. Voilà. Ouais, tout à fait. Point très important en effet et qu'il faut aborder parce qu'en fait on entend aujourd'hui de plus en plus parler de plein de types de discrimination, comme tu disais, le sexisme, le racisme, les LGBTQ+, phobie, etc. Mais c'est vrai qu'on entend peu encore parler du validisme, alors qu'en fait c'est une vraie discrimination et que tout ça en plus ça peut bien sûr s'accumuler. Enfin, si on est une femme noire handicapée, bah, on va accumuler plusieurs types de discrimination. Du coup, c'est important d'en parler. Donc, merci beaucoup de le faire. Pour revenir un petit peu à toi, donc tu nous as dit que tu avais été diagnostiquée il y a 2 ans à peu près, je crois que c'est ça, vers Voilà, 38 ans à peu près, il c'est me ça. semble. Donc ça veut dire que tu as vécu quand même une grande partie de ta vie sans être diagnostiquée. Si on revient à la toi enfant, comment est-ce que tu as grandi en tant qu'enfant autiste non diagnostiqué? Euh, alors, c'est c'est un sujet qui est un petit peu complexe parce qu'il faut se souvenir déjà de l'enfant qu'on était. Et effectivement, enfant, la perception que j'avais, euh, c'était qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas aux autres. C'est-à-dire que j'avais du mal à rentrer en contact avec les autres enfants. Parfois, ça fonctionnait avec un enfant. Et ça devenait un peu mon ambassadeur, mon ambassadrice vis-à-vis du groupe. Mais c'était extrêmement difficile d'être amie avec, avec d'autres enfants. Il y a aussi autre chose qui était un petit peu déjà perceptible, surtout vers l'âge de 8 9 ans, où il y a une séparation des genres très forte dans la cour de récréation. Euh, Moi, je naviguais un petit peu entre les groupes des filles, les groupes des garçons, sans être totalement acceptée ni par l'un ni par l'autre, Mm. parce que je n'affichais pas les codes, parce que je ne comprenais pas les codes. Mais ça, à l'époque, euh, en tout cas vers 6 7 ans, je ne le percevais pas. C'est-à-dire que voilà, je voyais pas pourquoi les autres petits m'aimaient pas spécialement. Puis après, j'ai compris que je leur ressemblais pas dans mes vêtements, par exemple. Et c'est là où j'ai commencé à surperformer le genre Mm. que je voulais avoir. Sauf que c'est vraiment le problème, c'est-à-dire que quand je voulais jouer avec les filles, je voulais être habillée avec les codes féminins, et quand je voulais jouer avec les garçons, il fallait que je sois habillée avec les codes masculins. Sauf que dans une journée, il y a plusieurs récréations. Ouais. C'est On peut pas aller compliqué. changer à chaque... Et puis, on peut pas être plusieurs, en Mm. fait. Sinon, les autres petits ne comprennent pas. Mais quand toi-même tu es enfant, c'est compliqué. Mm. Et du coup, les récréations sont devenues rapidement un enfer pour moi. Et
finalement, je me suis complètement cristallisée sur les cours, sur l'apprentissage et aussi, sur les échanges avec les adultes. C'est-à-dire que petite fille, j'étais considérée comme, très mature, pouvant discuter avec, les adultes sans aucun souci, sans aucun malaise. Mais maintenant que je suis adulte, heu, on me voit de façon beaucoup plus infantile. Mmh. C'est-à-dire, que je suis pas si mature que ça, que et en fait, c'est juste peut-être que j'ai pas changé ou pas trop, ou pas comme il faut, mais c'est vrai que, en tout cas, dans la partie enfant, c'était compliqué. OK. Mais on peut pas le qualifier, c'est ça le problème. Mmh. OK. Et toi, du coup, les signes que tu avais à l'époque qui auraient pu mettre la piste sur le fait que tu étais autiste, c'était quoi justement? C'était ces difficultés à communiquer avec les autres, à s'adapter? Avec le recul, tu penses qu'il y avait quel signe? Alors moi, avec le recul, oui, pour être honnête avec toi, ce matin, j'ai regardé tout mon livret scolaire avec, les remarques, de Mm, mes professeurs et c'était clairement, Maud ne s'intègre pas dans le groupe, Maud est trop timide, voilà. C'était toujours ce côté, je savais pas quoi faire quoi, avec le mm, groupe et pourtant mes résultats scolaires étaient excellents. Ce qui fait que mes parents, eux, finalement, se sont pas inquiétés. Pour eux, la sociabilisation, c'était pas, l'essentiel de l'école. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on disait à l'époque. Moi, je suis allée à l'école, à partir de 1985-6? Ouais, c'est 1985. Heu, L'école, tu y allais pour apprendre. Voilà, c'était tout. mm, Donc j'apprenais, donc il y avait pas de problème. mm. Ouais, je Maintenant, je vois. me rends compte qu'effectivement, il y avait des très gros problèmes, oui, il y avait des gros problèmes d'échange avec les autres pairs, quoi. Mm. Ok. Et donc, à quel moment et comment tu as été enfin diagnostiquée autiste? Alors, déjà, moi, j'avais un questionnement. Le questionnement, il a commencé vraiment à apparaître, heu, petite. Je sentais que j'étais pas comme les autres. Adolescente, je me sentais en souffrance, mais de façon complètement disproportionnée. Heu, Où là, effectivement, j'ai eu des pensées noires, comment dire? Où j'ai commencé à mutiler, en fait, pour Mm. passer la douleur. J'étais déjà en dépression, en fait, Ouais. à 16 ans et du coup, ma mère m'a envoyée, chez un thérapeute et qui était, d'obédience psychanalytique, heu et la psychanalyse et l'autisme ne font pas très bon ménage. Voilà, Ok. voilà. Alors, pour faire hyper rapide, heu, les théories psychanalytiques sur l'autisme, se basent sur une mauvaise relation entre l'enfant en bas âge et la mère. Comme si c'était la mère qui avait détruit, en fait, la personnalité de l'enfant. Ouais. Vous pouvez chercher, la théorie de la mère frigidaire. C'est Ok. horrible. Toujours de la faute des mères, de toute façon. Voilà, mais de toute façon, c'est psychanalytique. Donc, j'ai eu une chance énorme d'avoir une personne très gentille, par contre, qui a su m'accompagner en tant que personne. Je pense clairement que c'est son être qui m'a accompagnée plus que sa pratique de la psychanalyse. Mm. Heu, Là, ça m'a pas aidée du tout. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'à l'époque, la France et encore beaucoup maintenant, est très psychanalytique et ce qu'on conseillait à l'époque, en tout cas dans les années 80-90, c'était de séparer l'enfant autiste de sa famille. Ah ouais. Il y a des familles qui ont été brisées par la psychanalyse et il y a des autistes qui ont été brisés aussi. Il y a eu de la maltraitance Mm. médicale sur des enfants et des adultes autistes. Et donc, bon, j'ai suivi cette thérapie, ça donnait rien et je continuais à vivre la sociabilisation comme quelque chose de très douloureux, d'agressif. À la fac, ça s'est un petit peu mieux passé parce on n'a pas besoin d'être social quand on va à la fac. On peut faire toute ouais, son cursus sans avoir trop d'échanges ou du moins que des échanges formels, donc ça se passe très bien. Le monde du travail, ça a été très agressif. Les premières relations, avec d'autres adultes de notre âge, ça, c'est particulièrement difficile aussi et en fait, on accumule, des traumas
et je sentais que j'étais vraiment la bizarre du groupe tout le temps. Je me disais: «Mais je ne comprends pas ce qui ne va pas» et j'ai rencontré, lors d'un de mes emplois, un jeune homme, qui avait fait justement une filière, psychologie. OK. On s'était retrouvés tous les 2 dans un job alimentaire à bosser ensemble et il m'a dit, «Ah, ce serait bien quand même que tu ailles, tiens, je t'envoie un lien, va faire les tests». Donc c'était, en fait, l'association Mensa. L'association Mensa, c'est une association, qui s'intéresse en fait à l'étude de l'intelligence. C'est une association internationale, où en fait il faut faire le test de QI, sur l'échelle de Wechsler. Il faut avoir plus de 130 de QI pour rentrer. OK. Donc pendant mon congé mater, j'ai fait le test et effectivement, hop, ça sort au potentiel intellectuel. OK, bah c'est ça. Et je me suis contentée de ça. Et sauf que, bah, j'allais toujours chez un psy, ça allait toujours pas et on m'a diagnostiqué mais tout, tout, dépression, bipolarité, troubles borderline, et j'étais médicamentée à chaque fois. Ah oui. Et ça ne fonctionnait pas, mais on continuait et puis, en fait, quand on donne des médicaments à quelqu'un qui n'a pas la pathologie, hem, ça peut entraîner d'autres symptômes qu'on pense être dus au principal. Ça devient un bazar sans nom, en fait Ouais. et le travail, c'était toujours difficile jusqu'au jour où, mon corps, il a dit: «Ça y est, c'est terminé» et je suis tombée, à terre. Malaise, pendant une bonne vingtaine de minutes, j'étais plus là. Et donc j'ai été hospitalisée d'urgence, donc en clinique psychiatrique OK. et c'est mon séjour en clinique psychiatrique où, qui a duré quand même presque 2 mois la première fois, où je me suis reposée, voilà et là c'est l'ergothérapeute, les infirmiers qui sont venus me voir, pas les psychiatres, je tiens à le dire, pas les psychiatres qui sont venus me voir pour me dire: «Vu, vos comportements, est-ce que vous avez fait un test, de TSA?» Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Ouais. Voilà et en sortant, en fait, de cet hôpital, j'ai, contacté une neuropsychiatre pour justement faire les tests. Bon, c'était un petit peu long, c'était pendant la période de covid, pas de bol, Ouais. voilà OK. et le diag, il est enfin tombé. Mmh. OK, et donc tu parles de plein de diagnostics au final que tu as eu pour bah, qui étaient des faux diagnostics. Heu et du coup, comment est-ce que ça se fait que à chaque fois ces professionnels n'aient pas eu l'idée de l'autisme? Comment est-ce que enfin du coup, il y a des «symptômes» entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, en commun avec les maladies que tu as citées? Ou comment ça se fait qu'ils aient autant été sur des mauvaises pistes? Alors oui, heu, il y a énormément de symptômes. Alors, on va parler de symptômes primaires et de symptômes, on va dire, secondaires qui sont issus finalement du manque de diagnostic. Heu Quand on est une personne qui est pas diagnostiquée autiste, eh bien, le monde, il est pas du tout adapté à soi Mmh. et donc bah, il y a de la souffrance qui naît des échanges avec les gens, mais aussi de la fatigue parce que, dans l'autisme, bah, le fait, bah, d'être autiste est une grande source de fatigue aussi. Parce que, je vous ai parlé de l'hyper, sensorialité, je sais pas si Ouais, je crois que tu en as parlé, oui. bah, du coup, quand, on entend moi, par exemple, j'entends 40 décibels au-dessus de tout le monde OK. sur certaines fréquences, heu, c'est comme avoir une radio à fond toute la journée. C'est épuisant Mmh. et au bout d'un moment, bah, tu as effectivement la dépression qui va se mettre en place. Tu peux avoir de l'anxiété parce que tu as peur de sortir, parce que tes interactions avec les autres gens arrivent et en France, il y a cette croyance que l'autisme touche principalement les hommes. Donc, alors ça, c'est déjà dû, bah, aux études qui ont été faites. C'est-à-dire que l'autisme, il a été, finalement théorisé par Asperger et par Kenner, sur des groupes qui contiennent principalement des garçons. Donc, alors je crois que Asperger, il a formalisé que sur des garçons
Et Kanner, je crois que sur un échantillon de 11 enfants, il devait y avoir 2 filles, quelque Mhm. chose comme ça, quoi. Ouais. Donc finalement, ce qu'on appelle le sexe ratio, il était clairement pour une description sur les hommes. Comme beaucoup de choses hein, dans le médical, hein, Ouais. les médicaments, c'est pareil. Hein, parce qu'apparemment... Alors, je suis désolée de faire le raccourci homme-femme, et pas en fait parler de genre et de sexe séparément. C'est aussi un contexte historique. C'est-à-dire que à l'époque où ça a été conceptualisé, en fait, on faisait pas la différence entre le sexe et le genre. Mm. J'ai bien conscience qu'il y a une différence. Ouais. Donc voilà, je préfère prévenir que des fois quand je dis ça, quand je dis autisme au féminin, j'ai envie de dire c'est il y a deux choses qui rentrent. À la fois le côté biologique dans le terme génétique, Mm. mais il va y avoir aussi tout ce qui est éducation. Quand on est assigné fille à la naissance, on est éduqué comme une fille à la naissance. Et du coup, il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est comme on a décrit la maladie sur des garçons, eh bien, ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les filles. Alors, il y a plein de petites explications. Par exemple, les petits garçons autistes, ils sont plutôt connus pour faire de grosses colères, pour avoir un rapport très frontal avec leur entourage, voire de la violence, des troubles du sommeil très importants. Euh, et les garçons dans nos sociétés sont moins, euh, finalement, ont moins d'injonctions à se calmer. Ouais, c'est vrai. Alors que les petites filles, dès leur naissance, on leur met dans la tête qu'il faut être douce, qu'il faut être à l'écoute de l'autre. Et donc, vraiment, dès la naissance, les petites filles autistes, elles sont formatées pour pouvoir interagir avec l'autre, Mm. interagir positivement. Donc la colère, elle la garde en elle. C'est même pas réfléchi, c'est quelque chose qui se fait. Et donc, forcément, les symptômes vont être complètement biaisés et on passe sous les radars. Par contre, quand on devient adulte, euh, maintenant, on va dire ces 10 dernières années, il y a beaucoup plus de tests qui ont été faits sur des personnes adultes pour savoir si elles étaient autistes. Là, on se retrouve à dépister chez les adultes 2 fois plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que clairement, les petites filles, on les a perdues en fait quand elles étaient petites et on les récupère quand elles Mm. sont adultes parce qu'elles n'en peuvent plus. C'est clairement moi ce que j'ai vécu. Voilà. Ouais. Il y a presque en fait, enfin, j'ai l'impression que comment tu l'expliques, c'est un peu comme ça fait un burn-out en fait, un peu cette sensation de, au bout d'un moment, ça explose parce que tu compenses tellement toute ta vie que t'en peux plus et que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes diagnostiquées après à l'âge adulte. Oui, et même le terme burn-out autistique est utilisé. Mm. C'est-à-dire que, alors il y a deux sources en général pour se faire tester en tant que femme adulte. Ça va être, je fais un burn-out, je suis prise en charge par la bonne équipe qui va enfin voir mes symptômes, Mhm. coup de bol. Ouais. Ou alors, j'ai un petit garçon, ce petit garçon est autiste, on l'a vu, et on fait une recherche auprès des parents pour savoir finalement de quels parents ça vient, parce qu'il y a une hérédité hein, de l'autisme. Ok. Et donc, et les mères se font dépister, et paf, ça fait une adulte autiste, femme, et c'est un ouragan dans une vie. Mm. Voilà. Ok. Et c'est intéressant que tu parles du coup de l'hérédité parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de mal à... Enfin, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est l'autisme, enfin, à savoir si c'est une maladie, si c'est... Comment est-ce qu'on explique l'autisme? En fait, d'où est-ce que ça vient justement l'autisme? Alors, il se passe quelque chose au niveau de la grossesse, donc sur le fœtus et l'embryon. Ok. On ne sait pas exactement quoi pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a des pistes pour savoir d'où vient l'autisme, mais c'est pas défini. C'est-à-dire Mm. qu'on n'a pas identifié par exemple un gène, on n'a pas identifié une hormone. À un moment, il y a eu une étude qui est sortie, mais qui a été vite démontée. C'est ce qu'on appelait le cerveau hypermasculin.
Voilà, c'est-à-dire que OK. les fœtus qui avaient été trop présentés à la testostérone présentaient un autisme, mais en fait, on a vu que ça fonctionnait pas du tout. Donc, on est toujours en recherche pour savoir pourquoi, Ouais. mais ça se fait intra-utéro. Et c'est pas quelque chose qui peut se déclencher plus tard. C'est pas un problème éducatif, c'est pas un problème de consommation de produits, hein. Euh, c'est pas voilà, c'est vraiment pas un problème de qualité de vie, en fait. On ne peut pas l'attraper, ce n'est pas une maladie, comme on ne peut pas s'en débarrasser. Parce que, oui, ce n'est pas une maladie. Mmh. Par contre, on peut faire en sorte que la vie soit beaucoup plus confortable avec. Et ça, ce sont tous les aménagements qu'on peut faire à côté. OK, et quoi, par exemple, comme aménagements qui sont possibles? Alors, comme bah, justement l'autisme, c'est un spectre, vous allez avoir plein d'autistes différents. Oui, il existe des personnes autistes qui ne parlent pas. Alors, ne pas parler, ça ne veut pas dire ne pas avoir de sentiments. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir, ne pas vouloir exprimer. Donc, on peut mettre en place des communications par pictogramme, ce genre de choses. Ouais. Euh, En fait, vous allez avoir par exemple des autistes qui sont verbaux, donc du coup ils peuvent s'exprimer. On peut les guider pour savoir quelle émotion ils ressentent, pouvoir parler de ses propres besoins. Voilà. Finalement, comme normalement quelqu'un qui est stable, on va dire. C'est-à-dire que quand tu es bien dans tes pompes, en général, tu arrives à dire tes besoins et être autonome. Bah, c'est un petit peu ça qu'on cherche à obtenir aussi. Après, il y a tout ce qui est sensoriel. Et là, tu peux avoir plein de choses. Par exemple, il y a une chose qui est souvent très, très, très mal vue par les gens qui ne connaissent pas l'autisme, c'est le steaming. Alors, le steaming, c'est faire quelque chose de répétitif pour s'apaiser. Alors, je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui tremblote de la jambe parce qu'il est en train de réfléchir à quelque chose. C'est une forme de steaming. Mmh. Voilà, c'est un mouvement répétitif. Sauf que quand on a un besoin de stimer en tant qu'autiste, c'est pour réfléchir, c'est pour se détendre, c'est pour aussi avoir du plaisir. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la forme de effectivement des mouvements de jambes, de se taper la poitrine, de bouger les bras, de jouer avec des petits fidgets, danser. Ça stimule le système vestibulaire, c'est le système de la perception dans l'espace. Il y a beaucoup de plaisir à avoir ce genre de choses. Il y a aussi un besoin chez certaines personnes autistes d'avoir des vêtements où il y a de la compression pour stimuler le sens du toucher. Tu vas avoir des couvertures lestées, des vêtements lestés pour bien sentir son corps. Moi, par exemple, comme j'ai une hyperacousie, dans les milieux bruyants, j'ai des bouchons filtres, c'est-à-dire qui enlèvent les fréquences où j'entends trop. Mmh. Voilà, donc il y a plein d'adaptations à faire et surtout la plus importante, c'est la connaissance. C'est sensibiliser à l'autisme, qu'il y a des choses qui ne se font pas en fait sur une personne autiste. Et j'ai envie de dire, il y a des choses, moi je trouve en tant qu'autiste, qui ne se font sur personne. Par Mmh. exemple, de toucher quelqu'un que tu ne connais pas, même une main sur l'épaule. Mmh. Moi je trouve que ça, c'est rentrer dans un espace personnel c'est très malaisant. Et quand tu es autiste, c'est vraiment une agression. Ouais. Les transports en commun, c'est une épreuve. Voilà. OK, et tu parlais du mot agression et justement, on voit que les femmes, notamment qui sont porteuses de handicap, sont beaucoup plus exposées à des agressions sexistes et sexuelles et notamment, les femmes autistes sont aussi très exposées. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce sujet-là? Alors oui, 88% des femmes autistes ont subi des violences sexistes ou sexuelles. Mmh. Parce qu'en fait, il y a déjà plusieurs choses. C'est l'interprétation. Je vous en ai parlé au début. Euh, Voir ce que la personne en face souhaite, c'est extrêmement difficile. Donc, détecter un comportement de prédateur, c'est quasiment impossible en Mmh. fait. Alors, avec
bien sûr qu'on est tout à fait capable d'apprendre, hein, et quand on a vécu une situation difficile, on ne souhaite pas la revivre et ça peut même faire des hyperfixations dessus. Hem, Personnellement, j'ai vécu ces violences, sexistes et sexuelles. Je l'ai vécu au sein de mon premier mariage, heu, où je n'avais pas la conscience que je pouvais dire non. Mmh. C'est-à-dire que, je suis d'une génération 80-90, où effectivement, il y avait encore énormément de vecteurs sexistes dans les séries, dans les films. On en a encore aujourd'hui, on est d'accord? Oui. Mais c'était extrêmement fort à cette période-là et les jeunes filles, autistes apprennent beaucoup sur les interactions sociales en regardant les autres personnes de leur âge et les séries et la télévision. Même elles ont une consommation générale extrêmement importante, de séries pour se dire: «Ah oui, d'accord, dans telle situation, on fait ça». Heu, Sauf que non, les séries en général dépeignent ou romantisent des situations d'agression Ouais. et quand tu te retrouves dans la situation en tant qu'autiste, bah, tu dis: «Bah, j'ai pas de raison de dire non». Même si ton corps, il te dit: «C'est pas OK», hein. Mmh. Mais il y a cette décorrélation. Alors, dans l'autisme, on peut avoir des phénomènes de dissociation comme, heu, chez tout le monde, hein, heu, mais c'est encore plus marqué chez quelqu'un d'autiste, simplement on se protège en séparant un peu l'esprit du corps et voilà. Donc, Mmh. on peut subir des violences sexuelles, malheureusement très facilement parce qu'on sait pas que ça va arriver, on sait pas dire non, on n'est pas protégé et on est beaucoup plus exposé. Ce qui crée en fait, des femmes adultes autistes dans l'hypervigilance, tout le temps et quand elles se ratent, parce que c'est terrible parce qu'on culpabilise derrière, on se dit: «C'est de ma faute, je n'ai pas fait assez attention». Heu, Surtout quand on n'est pas diagnostiqué, on se dit: «Mais, en plus, comment dire? La plupart, c'est que les potes ou ta famille, elle dit: «Mais tu pas vu que, il était derrière toi? T'as pas vu que» et puis ça, c'est pas normal qu'il te le fasse, pourquoi t'as accepté? Et tu te reçois ça dessus en disant: «Ah oui, pourquoi j'ai accepté? Mmh. Bah, je sais pas» et et voilà, donc tu te retrouves dans une situation où en plus, on te fait culpabiliser, quoi. Ouais, 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 je vois. C'est vrai que déjà, on retrouve ça chez beaucoup de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, le fait de pas toujours repérer les signaux parce que bah, souvent c'est à peine perceptible, quoi. Et en plus, on n'est pas habitué à ça. Et c'est vrai que du coup, quand déjà de base, en étant autiste, t'as du mal à interpréter les choses, bah, ça complique deux fois plus, quoi. Enfin, c'est évident. Et en fait, moi, quand je dis, que de base, je me méfie de tous les hommes cis, heu, on va me dire: «Oh, ouais, tout de suite, non mais attends, Not all c'est n'importe men. not all men, c'est dégoûtant, on n'est pas tous pareils». Oui, mais moi, j'ai pas de filtre. Mm. Je peux pas voir certaines choses et j'ai pas la même granularité que les autres, en fait. Donc je ne peux pas me permettre, de faire confiance facilement et c'est terrible parce que ça te coupe, du monde. Toi, tu as envie Mm. de sociabiliser, hein. C'est pas parce qu'on est autiste et qu'on a des problèmes d'interaction sociale qu'on n'a pas envie d'en avoir. Et d'ailleurs, on remarquera que beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes, femmes autistes font on va dire leur vie principale, en ligne. Parce qu'on est chez soi, on est, en sécurité et on se dit: «Voilà, on va interagir avec les copains», même tout ce qui est échange, heu, on va dire de la séduction, voilà. Quand on veut relationner, c'est beaucoup plus facile de passer par, les réseaux sociaux, Mm. les applis, les trucs comme ça. Parce que du coup, on s'expose pas et on sait qu'on est toujours en sécurité. En tout cas, sur toute la phase, en ligne. Ouais, ouais, je vois. Ok. Et là, du coup, maintenant, tu es mariée, c'est bien Oui? ça? Donc, tu es en couple. Comment est-ce que tu as fait aussi, enfin, quelle est la gestion de l'autisme dans le couple? Comment est-ce qu'on fait quand on est autiste pour trouver quelqu'un? Du coup, enfin, tu as eu une mauvaise expérience avant. Comment est-ce qu'on t'a fait pour finalement avoir aujourd'hui un couple qui se passe bien? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ce que toi, tu as vécu à donner pour les personnes autistes qui nous écoutent et qui ont envie aussi de trouver quelqu'un?
Alors, bah, moi, j'ai rencontré mon mari, je ne savais pas que j'étais autiste. Mmh. Donc il a accompagné finalement toute la souffrance, avant le diag, le burn-out, le diagnostic. Il y a une phase d'acceptation, seule, mais aussi à 2. J'étais déjà maman en plus à l'époque, donc c'était aussi compliqué. Alors par contre, je pense que, les personnes qui ont une neuroatypie comme l'autisme, le trouble de l'attention, les dyslexies, on se retrouve un petit peu on est attiré par des personnes qui sont aussi Ouais. neurodivergentes et on a tendance à se regrouper, entre personnes, voilà et c'est comme ça finalement que moi j'ai bien senti mon conjoint en fait, c'est qu'effectivement il est aussi neurodivergent. Mon ex l'est aussi. OK. C'est-à-dire que j'ai principalement rencontré que des personnes qui étaient neurodivergentes parce qu'en fait, pour une personne autiste, je pense que le meilleur moyen, de rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien fonctionner, c'est vraiment, de passer par les passions, les intérêts spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que c'est au moins un truc que tu vas pouvoir partager et si tu vois que la personne, elle est autant impliquée que toi, il y a de fortes chances qu'elle soit du même acabit que toi. Alors je dis pas qu'on peut pas relationner avec quelqu'un qui serait, pas neurodivergent, hein, c'est juste plus facile. Mmh. Voilà. Après, moi, comment j'ai rencontré mon conjoint, c'est totalement improbable, comment dire ça? J'ai une amie qui est actuellement maintenant la marraine de ma fille, qui est une légende du burlesque, français, international et en fait, un jour, j'ai dû la dépanner pour une scène pour faire, donc monter sur scène et faire un striptease burlesque Ah oui, OK, sacrée anecdote. et du coup, mon mari était dans le public et il OK. m'a contactée, via, Facebook à l'époque, Mmh. puisque ça fait maintenant 12 ans OK. et ça a mis du temps. J'ai mis énormément de temps, en fait, à comprendre. Tout le monde me disait: «Mais pourquoi il t'écrit tout le temps? Pourquoi il t'écrit tout le temps?» Moi, je sais pas, hein. Il me donnait des rendez-vous au dernier moment, j'annulais, Mmh. 4 ou 5 fois, on a eu du mal à se voir, il est venu chez moi, il me dit: «Ah bah, je vais te faire des crêpes». Je dis: «Bah, c'est cool, on va manger des crêpes». J'ai rien vu, je voyais pas du tout qu'il s'intéressait à moi et c'est marrant parce qu'on s'est regardés en chien de faïence, et voilà, c'était voilà, on savait pas trop, quoi et c'est après, on s'est dit: «Ah ouais, si, on est bien ensemble». Ouais. C'est ça, c'est vraiment étrange, hein, comme Mmh. situation, mais je pense que c'est, beaucoup de rencontres qui se font comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis, qui sont, soit autistes, soit HPI, soit, heu, TDAH, qui finalement ont un conjoint qui a aussi une spécificité Ouais. et ils se sont rencontrés par, une passion, genre, les jeux en ligne, les choses comme ça. Maintenant, il y a pas de méthode pour se protéger, hein. Malheureusement, faut des fois faire tomber la garde, pour pouvoir, pouvoir laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Mmh. Hem et aussi, il y a des challenges, hein, de vie, hein. Je t'ai dit, j'étais maman. Mmh. Ça, c'est un challenge de vie. Ouais. J'ai en termes de désir d'enfant, moi, j'ai une histoire qui est compliquée, familiale. Heu et la question de savoir si je voulais avoir un enfant ou pas, finalement, je m'étais dit: «Bah, ou pas». Peut-être que j'ai trop de traumatismes, je suis peut-être trop bizarre. J'ai pas envie de transmettre ça à un nouvel être, en fait Ouais. et sauf que mon conjoint, lui, il était au taquet pour être papa Ouais. et il avait des bons arguments, donc on a discuté, mais c'était vraiment, voilà, brainstorming, quoi. Alors, on va faire les pour, les Oh, contre, les mais complètement! Quand il y a des gens qui disent: «Ah non, moi, j'ai fait un enfant parce que j'ai fait un enfant». Bah non, nous, on a réfléchi, grave avant, en fait. Donc on a été des parents assez tardifs. Mmh. Moi, j'ai eu ma fille à 34 ans et mon mari à 50 plus, donc Ouais. voilà et ça a été quelque chose. Mmh. Ouais, justement, tu peux nous en parler un petit peu de, bah, enfin, de la notion de maternité avec l'autisme, comment ça se mixte, comment ça se rejoint, comment toi tu l'as vécu, le fait de, bah, le désir d'enfant, de devenir mère en étant autiste. Alors, ce que je dis là, c'est clairement
de l'ordre du témoignage, hein. Oui, C'est pas une généralité bien sur tous sûr. les Ouais. autistes, sachant que la sexualité, d'une manière générale, c'est une question qui est complexe pour, les autistes. OK. Même il y a, comment dire? Énormément d'autistes qui sont asexuels OK. et ça pose, comment dire? Du coup, bah, avoir un enfant, c'est peut-être une problématique Oui. plus compliquée. C'est pas mon cas, et moi, je me situe en tant que pansexuelle, en fait. J'ai eu des relations avec des gens, on va dire, pas un genre spécifique, et donc le genre qui est mon conjoint maintenant, mmh, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je me suis dit: «Ouais, il a de bons arguments». J'ai envie de tenter l'expérience. Moi, j'ai une formation scientifique, j'ai vu ça comme ça. Ça peut paraître hyper froid et distant, mais je me suis dit: «J'ai envie de tenter cette expérience de, est-ce que je vais réussir à transmettre quelque chose de positif? Comment je vais faire?» Et comme moi je suis biologiste, heu, de formation du moins, heu, voilà, j'ai vu un peu ça comme une expérience. Alors par contre, quand on parle des violences obstétricales, médicales, quand on est autiste, la grossesse, c'est pas du gâteau. Ouais. C'est-à-dire que c'est extrêmement intrusif. Le consentement, les médecins connaissent pas. Les maltraitances, on les vit comme quelque chose d'extrêmement dur aussi. Ça peut détruire dans notre chair, quoi. Mmh. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que en cours de grossesse, je ne supportais plus, en fait, tous les examens, le surcontrôle. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis une femme grosse aussi, ce qui a pas aidé. Il y a énormément de grossophobie, dans le parcours de grossesse, Ouais. heu et donc moi, je me suis rapprochée très rapidement, d'un CMP. Alors, c'est un centre médico-psychologique, heu, pour justement parler de, mon enfant à venir. Donc j'étais enceinte et il fallait que je tisse, finalement un lien déjà avec cet enfant. Parce que je ne sentais même pas mon enfant, en fait. Mmh. Alors que la plupart des mères autour de moi disaient: «Ouais, moi je suis au 4e mois, 5e mois, je sens, ça fait comme des petits papillons, des petites bulles», et moi je sens rien, j'étais en panique, parce qu'il y avait trop de stimulation autour, je pouvais pas me concentrer sur moi. Je savais même pas ce que c'était de se focus sur soi-même, en fait, Ouais. et en fait, ça m'a appris ça, et j'ai été suivie très longtemps par ce CMP, heu, pendant la grossesse, quand mon enfant est né et en post-grossesse. Heu, mais l'autisme n'avait pas été posé à Oui, l'époque, bah, hein. oui, c'est ça, C'était ouais. ça, donc Mmh. heu, alors finalement l'accouchement difficile, hein, même tragique, hem et ça donc c'est un autre sujet, donc je ne rentrerai pas là-dedans, Ouais. et après quand tu te retrouves en fait avec un petit bout de chou qui hurle alors que tu es, en hyperacousie, Ah ouais, ça doit être, tu as la difficile. tête. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai vu pragmatisme. Je suis allée, dans un magasin de bricolage, j'ai acheté un casque anti-bruit et je me suis dit: «C'est pas grave, faut que je m'occupe de mon enfant». En plus, mon conjoint, il était en mission à Toulouse, donc hyper loin de chez nous. Ouais. Heu, C'était l'enfer. J'étais toute seule avec un petit bout de chou, pas de famille autour. Heureusement, quelques amis à gérer, du bruit, du stress, ne pas savoir faire. Et réussir à créer une relation avec un être qui, au début, en fait, n'exprime pas grand-chose. Ouais. Et ben, je me suis bien débrouillée. Parce qu'en fait, le fait d'être seule, j'avais pas l'impression d'être jugée, j'avais pas besoin de masquer. On en reviendra on y reviendra si vous voulez plus tard, mais du coup, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, je vais suivre, heu, ce qui me semble logique. Rien à faire des bouquins, des trucs comme ça, je fais ça». Ouais. Et ça a marché tout de suite. Ça, après voilà, c'était toujours, essai-erreur, essai et quand ça fonctionne, tu gardes le truc, après l'enfant grandit: «Ah! De nouvelles découvertes». Et puis bon, maintenant, mon enfant, va avoir 8 ans, et c'est encore des découvertes.
Et il y a ce moment de basculement. C'est la fierté de voir que ton enfant te ressemble et l'angoisse de voir que ton enfant te ressemble. Parce que ma fille, du coup, là, elle a des points d'alerte sur l'autisme. Euh, et ce qui m'embête, c'est qu'elle a déjà 8 ans, que des petits garçons de 3-4 ans sont diagnostiqués sans aucun problème par le corps médical, et qu'actuellement, moi, ma fille, on ne veut pas la prendre en charge. Mm. Il n'y a pas de pédopsychiatre qui juge que ça vaille la peine, alors qu'il y a des tests qui ont été faits et tout ça. Mais c'est une petite fille, il y a tellement peu de chances qu'elle ait ça. Ouais, je vois. Et en fait, je suis en train de revivre avec ma petite fille mon enfance, et je veux Mm. pas de ça. Donc, bah, on accommode à la maison ce dont elle a besoin, sachant que, bon, bah, je vous ai dit que son père est aussi neurodivergent, il a un TDA, elle l'a aussi. Donc, trouble de l'attention pour les Trouble de personnes qui l'attention savent pas. plus autisme, Mm. et en tout cas fortement suspecté. Après, ça se ressemble beaucoup hein, sur plein de points. Ok. C'est bien complémentaire même aussi. Euh, et pour le coup, elle est diag hein, sur le TDA. Ouais. Alors, il y a aussi cette question de diagnostic. Hein. Il y a pas mal de gens qui se disputent en disant est-ce qu'il faut être absolument diagnostiqué pour dire je suis autiste? D'autres qui disent oui, bah sinon t'es pas crédible. Moi, je suis pas sur ce type de positionnement. Si vous sentez que vous avez des points en commun avec moi ou avec d'autres autistes, vous pouvez vous considérer autiste. Mais si vous voulez vraiment avoir un accompagnement, il faut un diagnostic. Mm. Il faut que la MDPH, donc la Maison du Handicap, vous ait reconnu, vous avez des droits. Et ces droits, vous pouvez en bénéficier. Alors bien sûr, ce sera un chemin plus dur quand vous êtes une femme. Vous allez être mal accueillie. On va pas vous croire. On va vous dire que vous n'êtes pas autiste. On va vous dire que c'est pas vrai. Pour vous dire, là, bon, j'ai un travail. Ça s'est pas super bien passé dans la dernière mission. Ça m'a fait refaire un burn-out. Mm. Et je me suis retrouvée à la clinique. La clinique qui m'a mis sur la piste de l'autisme, hein. C'est la même, c'est les mêmes gens. En fin de séjour, le psychiatre me dit Madame, ce serait quand même bien que vous alliez au centre de ressources autistiques parce que là, votre diagnostic par le neuropsychiatre, j'y crois pas. Je dis, non, c'est des... pourquoi vous vous acharnez à pas Ouais, croire c'est fou, hein. un diagnostic d'un neuropsychiatre? Ce sont des tests qui sont calibrés, qui sont utilisés aussi au centre de ressources autistiques, en fait. Hein. Mm. Ce sont les mêmes tests qui sont passés. Voilà. Et donc, quand t'es une femme, t'es jamais crue dans l'autisme. Surtout que là, on me dit, ah ouais, non, mais tu parles, t'es confortable. Mais parce qu'en fait, j'ai été obligée, au bout d'un moment, comment dire, si t'es pas une femme sociable, au bout d'un moment, bah, tu es sortie de la société. Mm. Ouais. Et tu parlais, je voulais revenir sur la notion de masquage que tu as évoquée. Est-ce que Oui. tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que je crois que c'est quand même une notion très importante à comprendre quand on parle d'autisme. Alors, le masquage, en fait, c'est de créer un personnage pour être socialement compatible. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai mon comportement de base à la maison, quand il y a personne, avec un groupe de personnes, ils vont se dire, mais elle est hyper bizarre, elle me met mal à l'aise. Et ça, je l'ai vécu en Mm. tant que enfant, je l'ai tout de suite vécu. Et donc, effectivement, on va porter un masque, on est un personnage. Donc, c'est pas un manque d'honnêteté, c'est de se dire, on veut violemment être accepté par le groupe. Euh, Par exemple, si vous avez un collègue qui se balance beaucoup, c'est peut-être parce que ça lui fait du bien, en fait. Peut-être qu'il est autiste, vous n'avez pas à juger, même si c'est un comportement bizarre. Euh, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autistes et beaucoup de femmes autistes qui masquent. Et les femmes autistes, elles vont malheureusement le masquage pas conscientisé. C'est-à-dire que comme elles sont éduquées comme ça, Mm. eh ben, elles vont masquer d'office. Donc elles vont avoir un comportement au travail, un comportement en famille, un comportement avec certaines amies
d'autres amis. Et en fait, on peut avoir plein de personnes et on a cette sensation de se décomposer, en fait. On sait plus qui on est. On est une personne différente à chaque fois. Donc ça, c'est source, un, de fatigue énorme. Ouais. Deux, les gens te croient plus. Ils te disent que t'es malhonnête alors qu'en fait, tu t'adaptes à eux pour qu'ils t'aiment. Parce Mm. qu'on a besoin de se sentir aimé. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait de compenser. C'est-à-dire que moi, dans des situations sociales, je suis pas toujours hyper à l'aise. Regarder dans les yeux quelqu'un, qui est un des points justement de dépistage de l'autisme, Mm. euh, ça me rend hyper mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il lit au fond de mon âme. Mm. Je sais pas quoi faire de mes yeux en fait. Donc je vais pas regarder une personne. Donc des fois, comme c'est un contact qui est important quand même dans une discussion, eh bien je vais compter. Je vais dire voilà, ah, ça fait une dizaine de secondes que je l'ai pas regardé, hop, je lève les yeux, Mm. je redescends les yeux, c'est bon, j'ai fait le contact. Euh, bon, alors, est-ce que c'est mon tour de parler là? Ouais, ok. Oh, mince, j'étais en train de penser à ce que c'était mon tour de parler, donc j'ai pas écouté ce que la personne elle a dit. Et mince. Et en fait, c'est un stress tout le temps. Tu compenses, et à la fin de la journée, t'en peux plus. Ouais. Et le pire, ça va être ce qu'on appelle les small talk, les discussions de machine à café. Moi, par exemple, si on, comment dire, tu fais quoi ce week-end? Si un collègue me dit, tu fais quoi ce week-end? Moi, un collègue, c'est un collègue, c'est pas mon ami. Donc, je trouve la question déplacée. Ouais, je vois. Je vais pas savoir quoi répondre. Euh, En général, je fais, oh, je sais pas trop. Et toi? Et du coup, je renvoie toujours la balle en fait à la personne en face pour dire, vas-y, parle. Tu veux sociabiliser, mais parle. Voilà, tu combles. Et des fois, on me pose des questions, je vois pas le sujet. C'est qui- qui- ou qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Mais en quoi ça te regarde? Si ça venait de moi, quand un collègue me dit qu'est-ce que t'as fait ce week-end, je répondrais, mais ça te ne regarde pas. T'es pas mon pote. Mais tu réponds ça, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ça peut, ça peut être mal pris. Et puis tu Mm. vas voir l'inverse. Tu Ouais. vois, genre, on va me dire, ah, il est sympa ton maquillage aujourd'hui. Et là, c'est foutu. Là, le bouton maquillage est en... Vu que c'est mon intérêt spécifique, ça va être ce qu'on appelle de l'infodumping. Mm. Donc, on va se déverser en info. Okay. Ah oui, bah alors c'est de la palette de machin chouette, de telle marque, alors c'est telle color story, c'est machin chouette. Et j'inonde la personne d'informations. Et je dois aussi compenser ça, alors que c'est tellement de bonheur d'en parler. Mm. Quand on est une personne aliste, c'est-à-dire pas autiste, on mesure pas à quel point l'intérêt spécifique il est vital pour un Ouais. autiste. Et dans un espace, moi je travaille dans l'IT, euh, c'est un espace qui est très masculin. Et j'ai des centres d'intérêt aussi masculins, comme la conquête spatiale. Et si ça tombe sur le sujet, eh bien j'ai envie de parler à mes collègues. Et là, on se prend une gifle d'une violence. Par exemple, les collègues, ils vont parler, voilà, ils vont parler de SpaceX. C'est une société que je suis parce que ça fait partie de la conquête spatiale. Je commence à faire justement mon infodumping et tout. Je suis super contente, je vis mon meilleur moment auprès d'eux. Et comme je suis une femme, je suis pas légitime à parler de Mm. science. Une grande claque. Et là, la tristesse qui est derrière, elle est énorme. Et après, on n'a plus du tout envie de parler, en fait. Ouais, je vois. Voilà. Et le problème, c'est que la plupart des collègues sont pas sensibilisés à ça, donc ils savent pas ce que c'est qu'un autiste, quoi. Il y a ça, et il y avait aussi, justement, bah, en parlant de genre, euh, c'est aussi très difficile de se placer parce que j'ai effectivement des intérêts spécifiques qui sont plutôt, on va dire, féminins compatibles, et d'autres masculins compatibles. Et, et c'est le cas pour pas mal d'autistes. Et les femmes autistes souffrent beaucoup de ça. C'est-à-dire que elles veulent s'approcher des hommes et des milieux masculins euh, parce qu'il y a des choses qui les intéressent. Et elles se retrouvent dans une situation où elles voient pas en fait l'intérêt du genre. C'est un code social qui n'a aucun sens. Tu peux t'intéresser très bien à la conquête spatiale, à la mécanique, aux maths, même si tu es une femme, il n'y a pas de lien. Et pour un autiste, le genre, c'est quelque chose, c'est un code social tellement artificiel qui est très très difficile à comprendre pour interagir, mais aussi pour se définir.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est intéressant que tu en parles parce que justement, j'ai remarqué en fait en discutant avec des personnes autistes et avec des personnes de la communauté LGBTQ+, et tout ça, j'ai remarqué qu'en fait, il y a vraiment une corrélation, on dirait, entre des personnes qui sont nées assignées femmes à la naissance et qui en fait sont autistes et sont beaucoup à se dire non-binaires ou agenres ou voilà, qui ont un rapport au genre qui est vraiment différent. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que justement ce rapport au genre il est si particulier quand on est autiste? Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, beaucoup avec les personnes autistes qui m'entourent, c'est justement la définition de soi. Mm. Heu, alors, il y a une corrélation effectivement. Alors, corrélation, c'est pas causalité. Ça veut dire qu'effectivement, on remarque plus de personnes autistes, par exemple, chez les LGBTQIA+, que dans le reste de la population. Heu Mais alors, savoir dire pourquoi, on n'a pas de justification pour ça. Mm. Alors bien sûr, il y a des choses qui semblent logiques, hein, comme justement la population autiste a, a du mal en fait à cerner les codes sociétaux. Même, on va dire que les autistes questionnent, parce que trouver une explication solide à un autiste pour lui dire que être une femme, c'est ça, et être un homme, c'est ça, que ce sujet, c'est du féminin, que ce sujet, c'est du masculin, bonne chance. C'est très très dur en fait. Et donc du coup, euh, on va avoir différentes choses, soit surperformer le genre, parce qu'on s'est rendu compte que ça facilitait pour entrer dans un groupe, soit au contraire, se sentir, bah, moi j'ai tendance à me sentir comme ça, c'est-à-dire le genre est un non-sujet. C'est, voilà, je me définis en tant que personne, euh, mais voilà, j'ai envie de dire, j'ai un peu laissé couler. C'est-à-dire que petite, ben, on m'a dit, t'es une petite fille. Bon, bah ok. Comment on fait pour être une petite fille? J'ai fait pareil. J'ai essayé d'adapter pour être socialement acceptable. Et puis après, j'ai beaucoup joué avec les codes du genre, hein. Je pense que le fait que je sois tombée pendant un moment dans le burlesque et de faire de la scène et tout ça, c'était pas du tout au programme. De faire des études scientifiques, c'est quand même assez rare. Malgré tout, en tant que femme, il y a moins de femmes Ouais. dans les milieux scientifiques. Voilà, donc ce rapport au genre, pour nous, il a assez peu de sens. Voilà. Mm. Je pense qu'il y a les femmes autistes qui se vivent femmes autistes parce que, voilà, elles ont... C'est une identité qu'on leur a donnée et elles l'ont perpétrée, en fait. Et puis il y a les gens qui se sentent pas. Et finalement, ça pose pas de problème. Le problème, en fait, c'est quand tu vas rentrer en contact avec quelqu'un pour qui le genre a vraiment une importance. Ouais. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les autistes, bah, c'est 1% de la population. Euh, alors, par exemple, si on parle de la transidentité, parce que justement, on peut être gender fluid, mais on peut aussi être agenre, et on peut aussi envisager une transition par rapport à son genre assigné à la naissance. Et le gros problème, c'est que les personnes qui ont une identité trans sont aussi une toute petite partie de la population. Mm. On est à moins d'1%. Ah, pour le coup, de façon assez homogène dans le monde, on a un peu moins d'1%. Et donc, on se retrouve à avoir des statistiques un peu compliquées, c'est-à-dire que dans la population transgenre, justement, on va avoir entre, selon les études, 4-5 fois plus d'autistes que dans la population générale, Ok. jusqu'à 26 fois selon certaines études. Voilà, donc c'est quand même assez... il y a beaucoup d'autistes dans cette idée de transidentité, justement. Et, mais comme les échantillons sont minuscules, Mm. et il y a aussi un truc qui est catastrophique, c'est l'infantilisation des autistes. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es autiste, tu peux pas faire partie d'une étude sur la transidentité. Tu ne peux pas, en tout cas, tu n'es pas retenu en fait, t'es pas écouté. Et même quand tu demandes à faire une transition,
le corps médical est encore plus agressif avec toi euh, que si tu es à liste, en fait. Donc, c'est comme si on nous demandait si on avait toute notre tête pour faire un choix aussi grave que Mmh. changer de genre, alors que pour nous, ça nous semble juste notre nature naturelle, quoi. C'est pas... c'est- on sent que c'est notre identité. Oui, je vois. Et mettre en doute ça, c'est catastrophique. Donc, il y a Voilà, vis-à-vis du genre, c'est très compliqué pour l'autisme, parce qu'on n'est pas écouté en tant qu'autiste, et on n'est pas identité aussi en tant que minorité de genre. Mmh. Il y a ça. Et bah, ça fait quand même un truc assez complexe. Et si vous cherchez l'espérance de vie hein, d'une personne autiste, c'est 54 ans. Ah ouais. Et alors, il y a plusieurs raisons. La plus grosse raison, c'est de la souffrance psychologique. Euh, Justement, de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées ou qui ont été diagnostiquées tardivement, donc qui ont développé des pathologies réactionnelles, en fait. Euh, et il y a énormément de tentatives de suicide, en fait, et de suicide d'une manière générale. Et vous avez aussi des maladies physiques qui sont associées à l'autisme, et on ne comprend pas forcément OK, pourquoi. je savais Il y pas. a cette corrélation de genre dont tu parlais, mais il y a aussi une corrélation, par exemple, avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est en fait un- une maladie qui touche le tissu conjonctif. D'ailleurs, il y a une personne autiste qui est très connue, Alistair, voilà, qui est pour moi une référence, qui m'a vraiment aidée à avancer dans ma vie en tant que personne autiste, parce qu'il questionne à la fois le genre, il questionne le validisme et il questionne euh, bah, justement les gens sur l'autisme, et c'est génial, quoi. Mmh. C'est... OK. On mettra son nom dans la description, Ouais, si des ça... personnes, veulent rechercher un petit peu ça. il a une chaîne YouTube, donc OK, ça marche. Bah, je mettrai ça en description. OK, et tout à l'heure, tu as abordé aussi le sujet de l'autisme, au travail, parce que, pour le coup, le monde du travail, c'est un environnement avec énormément de codes. Un environnement qui est aussi ultra à la fois sexiste et validiste. oui. Euh, Comment est-ce que toi, tu gères l'autisme au travail, dans ton parcours depuis que tu as commencé à travailler, aujourd'hui, etc. Quel est ton rapport par rapport à ça? Alors, je ne comprends pas la façon de travailler des gens qui ne sont pas autistes. Soyons clairs. Au moins, c'est clair. C'est-à-dire que pour moi, le contrat de travail, c'est quelque chose d'assez simple quand on est employé, en tout cas. C'est qu'on me donne de l'argent pour que je fasse un travail. C'est tout. Mm. Donc, je fais le travail qu'on me demande. Et alors, je vous avais dit que ben, je suis HPI. Donc, du coup, moi, c'est une particularité en plus de l'autisme. Donc, j'ai tendance à travailler vite. Euh, et de façon, on va dire, sans fioriture, sans délicatesse, pour l'ego des gens autour de moi. Donc j'ai tendance à, voilà, je fais une tâche, je la fais, et puis je fais un rapport, et puis voilà. Surtout que euh, mon travail est d'améliorer la qualité, en fait. Et donc, du coup, bah, moi, un processus de qualité, il est très facile à suivre. Il y a des processus, je les passe au crible. D'ailleurs, c'est amusant parce que mes études de biologie étaient centrées sur la qualité. J'ai fait une reconversion. Pôle emploi m'a orientée vers la qualité. Donc, je Mm. ne m'étais pas trompée hein, Ouais. sur mon identité. Et malheureusement, moi, j'ai fini mes études en 2008, crise des subprimes, donc plus de taf. Tu finis ingénieur, mais t'as pas de travail derrière. J'ai fait beaucoup de métiers alimentaires, dont travailler sur un plateau de téléphonie. Ok. Le bonheur, hein, des Ouais. appels toute la journée, devoir négocier avec les gens, faire reformuler correctement. Je n'avais plus de vie. Mm. Voilà, je faisais mes heures et le reste du temps, je dormais pour récupérer. C'était un enfer sur Terre. Et puis après, j'ai intégré le service qualité de la société. Euh, et là, je me suis rendu compte que déjà, le fait d'être une femme, puis quand tu prends un peu du galon, on te fait de plus en plus sentir que tu es illégitime Mm. à ton poste et que ta façon de faire de la qualité, c'est pas ce qu'on attend de toi. Voilà. Donc,
parce que tout est implicite. Heu, Moi, ce que je demande, par exemple, c'est qu'on me donne comment dire? Mes tâches à faire, par mail. Il faut que ce soit par écrit parce que je veux pouvoir y retourner plusieurs fois pour me rassurer. Hem Et si c'est mal formulé, ce n'est pas de ma faute. Voilà. C'est un peu rigide, hein, comme façon de faire, mais je me dis, ça permet en fait d'avoir une relation un peu plus apaisée avec le travail. Ça, alors, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. On est d'accord, c'est pas le monde du travail. Et donc ça a toujours été quand même une souffrance assez importante, le travail. Heu, Tant que j'ai pas été diagnostiquée, bah, j'ai pris sur moi. Je me suis dit: Je suis une feignante, je suis imbuvable, je comprends pas les codes, j'en ai marre. C'était vraiment quelque chose, je rejetais le boulot et puis ils sont tous sexistes, puis ils sont tous grossophobes. Franchement, avoir fait ingénieur, pour finir là, c'était vraiment une souffrance monstrueuse. Mmh. Quand j'ai été diagnostiquée et pris en charge par la MDPH, alors moi j'ai la reconnaissance travailleur handicapé, donc alors, la MDPH ne vous aidera pas à vous à dire quels sont vos droits si vous avez cette reconnaissance travailleur handicapé. Après, il y a des postes qui sont ouverts. Normalement, les entreprises doivent recruter au moins 6% de personnes en situation de handicap. Il n'y a quasiment aucune société qui est à ce niveau-là. Mmh. Malheureusement, il y a une partie des autistes euh, qui ne peuvent pas être accueillis dans un cadre traditionnel d'emploi. Alors, il peut y avoir des autistes en fait qui travaillent en ESAT. Ce sont on peut pas vraiment dire des entreprises, hein, ça a un but quand même capitaliste, mais aussi d'accueil, normalement, des personnes handicapées pour les aider en fait à être insérées socialement dans le travail. D'accord. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les ESAT, il n'y a pas de délégué syndical, il n'y a pas de droit du travail. Le salaire, il est inférieur au SMIC. Voilà. Donc on a trouvé aussi une population qui était capable de travailler à moindre coût. Mmh. Ça, validisme. Ouais. On est dedans. Validisme, j'écris ton nom, c'est tout à fait ça. Et il y a d'autres systèmes, hein, il y a ce qu'on appelle les entreprises adaptées. Ce sont des entreprises, en fait, où il y a une vraie conscience d'accueillir un public handicapé. Alors là, je dis en général, hein. Et en général, ce sont des sociétés où il y a bien plus que 6% de personnes handicapées et elles ont une reconnaissance et des aides de l'État, très importantes d'ailleurs. Et vous avez la dernière catégorie, c'est-à-dire toutes les autres entreprises qui peuvent accueillir un public handicapé. Et bien sûr, ils ont des aides. Alors, j'entends beaucoup de personnes dire, oui, on va embaucher des handicapés pour pas avoir l'amende. Oui, parce qu'en fait, quand une entreprise n'est pas à 6% de personnes en situation de handicap, sachant que la population en France, c'est à peu près 6-7% de personnes en situation de handicap, donc c'est normal que ce Oui. soit représenté en fait dans les entreprises. Euh, Bah, c'est normal qu'elles participent en fait. Si elles sont à 6%, elles ne payent plus la cotisation AGFIP, c'est-à-dire c'est une cotisation qui sert justement à faire de l'insertion de Mmh. personnes handicapées dans l'emploi. Donc non, ce n'est pas une amende, c'est juste que vous n'êtes pas au quota et donc bah, vous devez donner un peu d'argent aux autres entreprises pour qu'elles puissent Ouais. accueillir correctement des personnes handicapées. Voilà. Ça, c'était le petit point droit. Et puis, il y a plein de choses qui viennent avec la RQTH, hein. Alors, on peut choisir de ne pas le dire à l'employeur, mais dans ces cas-là, on ne peut pas en bénéficier. Mmh. Et donc l'employeur ne peut pas le déclarer et du coup ne pas finalement avoir cette réduction de charge. Mais si on le dit et que l'employeur a une réduction de charge, on a le droit à une adaptation de poste et à d'autres choses, hein, comme des demi-journées pour aller à ses soins, une aide pour refaire son renouvellement de dossier RQTH. Voilà, ce genre de choses. On a plein de droits, hein. Et c'est pour ça que les personnes qui ont du mal à passer au diagnostic,
Je sais qu'il y a un impératif financier dessus, parce que les centres de ressources autistiques qui font les dépistages gratuits, ils sont saturés. Mmh. Le gouvernement ne met pas d'argent dans les centres de ressources autistiques et il y a des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. Ah ouais, c'est fou. Donc qu'il y ait des personnes non diagnostiquées alors qu'elles savent, elles le sentent qu'elles sont autistes, c'est normal. Euh, Moi, j'ai dû payer en fait, hein, et pour vous donner un tarif, en province, un bilan neuropsychiatrique pour l'autisme, c'est 900 €. Ah ouais. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. Mmh. Et c'est pas remboursé, hein. Il y a rien qui est pris en charge, même si on le met dans le dossier de la MDPH en disant Ah bah oui, ouais. j'ai payé mon diagnostic. Et on dit bah c'est bien, t'as payé ton diagnostic. Voilà, il ne se passe rien. Voilà, donc on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de préjugés aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée sur mon poste où j'avais ma RQTH, voilà, je me suis dit, l'employeur, il sait que je suis autiste. Je lui ai donné toutes les conditions pendant l'entretien parce que comme ça, s'il me voulait pas, il pouvait me dégager pendant l'entretien. Donc c'est bon, là, on est bien. Je vais sur ma première mission, je veux faire de la sensibilisation. Et là, on me dit, chut, surtout, n'en parle pas trop. Ouais. Mais j'ai rien dit là pour l'instant. Jusqu'au jour où j'ai fait un malaise en fait au travail. Parce que il y a des choses qui peuvent arriver à une personne autiste, c'est une surcharge, vraiment une surcharge cognitive. Le cerveau, il n'en peut plus. Et il peut y avoir différentes réactions. Soit un effondrement, c'est-à-dire que la personne, elle va plus parler. On a l'impression qu'elle est arrêtée en stand-by Mmh. et elle va plus répondre à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le shutdown. Et on va avoir un meltdown. C'est une autre expression. Souvent qu'on voit chez les enfants qui sont autistes, les petits garçons autistes, justement, ces fameuses crises de colère dont je vous parlais au début, ça peut être des meltdowns, c'est-à-dire, voilà, on les a emmenés dans un supermarché, il y a plein de couleurs, il y a plein de lumière, il y a plein de bruit, ils en peuvent plus, ils craquent, ils tombent par terre, ils peuvent convulser, ils peuvent hurler, ils peuvent euh, et pas en avoir conscience. Mmh. Moi, je sais que je perds conscience de ce que je fais. OK. C'est les autres qui me décrivent ce qui se passe. Bon, sur un lieu de travail, faire ça, derrière se relever, c'est dur. Euh, et déjà, en tant que femme, t'as pas une crédibilité super, super, et t'as ça qui t'arrive dessus, c'est un stress permanent, en fait. Moi, je me balade, j'ai l'impression d'être une petite tortue. J'ai mon sac avec mes bouchons, j'ai un document qui explique ce qu'il faut faire en cas de crise. J'ai tous les médicaments qui sont nécessaires. Je dois prévoir tout, tout le temps. Et en fait, on est dans une situation où on fait et de l'hyperfixation et de l'hypervigilance et toujours prévoir au cas où. Et ça, c'est infernal. Et si on n'a pas de sensibilisation au travail, bah, ça va ne faire que renforcer ça. Les gens te comprennent pas, tu surcharges, tu fais une crise, les gens te trouvent bizarre, veulent plus s'approcher de toi, veulent plus te comprendre. Tu rentres dans un cercle Ouais, je vois. vicieux catastrophique. Et alors qu'on peut faire totalement autrement. Le fait de parler de l'autisme, de dire que il suffit de pas grand-chose. Moi, il y a vraiment pas grand-chose à faire, hein, pour adapter mon poste, hein. C'est m'envoyer les demandes par écrit, éviter les réunions. Euh, j'ai pas un poste normalement où il y a beaucoup d'interactions sociales, donc ça va. Mmh. Euh, et puis favoriser le télétravail, donc un environnement sûr. Mais je pense que c'est dans les choses, tu dois être au courant, mais les personnes handicapées, moi, à chaque fois que je vois le picto du handicap, je me dis non, mais le handicap, c'est pas que moteur, en Ouais. fait. Ça peut être cognitif, psychique, euh, sensoriel. 80% des personnes handicapées, c'est du handicap qu'on appelle invisible. Mmh. Moi, j'ai même tendance à dire des fois qu'on ne veut pas voir. Ouais, clairement, il y a un peu de ça aussi, ouais. Ouais, parce que si on trouve quelqu'un d'étrange, par exemple, moi, je suis le genre de personne, si je me laisse en freestyle, je suis étrange. Euh, Ce serait bien d'avoir la parole un peu détendue sur ça. Mmh. S'il y a eu de la sensibilisation avant, tu sais que la personne, elle est autiste.
Alors, on n'a pas vocation à éduquer tout le monde, hein, on est d'accord, mais on peut en parler. Euh, Juste poser la question, ah, là, comment dire, ta situation m'intéresse, ça te dérange si on parle de deux, trois trucs sur l'autisme? Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Si je veux pas répondre, je te répondrai pas de toute façon. Oui. Donc, voilà. Ouais. Et ça règle tout. Mais voilà, il faut la volonté aussi en face, quoi. Mm. Ouais, Et au clairement. travail, pas trop. C'est ça le problème. Du coup, on arrive quand même sur la fin de cet épisode. Est-ce que toi, tu vois des sujets dont tu penses que tu n'as pas parlé autour de l'autisme, enfin, voilà, des choses à ajouter? En fait, c'est un sujet qui est tellement vaste, je suis forcément passée à côté de quelque chose. Je ne peux pas être exhaustive sur le sujet. Euh, et je ne peux pas parler non plus aussi pour tous les autistes, en Mm, fait. Euh, mais n'hésitez pas, en fait, à suivre des personnes autistes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là où, en fait, elles ont leur place. Elles se sentent bien. Il y a énormément de contenu qui est fait par des personnes autistes, même des personnes neurodivergentes. N'hésitez pas à les regarder. Ça rend vraiment les choses beaucoup plus claires. Et, euh, et peut-être vous allez pouvoir aider une femme autiste mm. à passer le cap du diagnostic. Voilà, ça peut être une bonne chose, en tout cas. T'auras des ressources à recommander? Peut-être que tu pourras me les dire et je les écrirai dans la description. Oui, je te donnerai la liste Ouais. des comptes que moi-même j'ai suivis. Et ça permet aussi d'être entouré de personnes où on se dit, ah ouais, en fait, je suis pas si bizarre que ça. C'est ça, ça fait du bien de se sentir comprise. Oui, ce côté de, t'inquiète, je sais. Mm. Je C'est vois. hyper rassurant. Ouais. Et s'il y a des personnes qui écoutent l'épisode et qui veulent discuter avec toi, qui veulent entrer en contact avec toi, c'est possible aussi. Oui, alors j'ai un compte Instagram où je parle alors de plusieurs choses, hein, parce que il y a plusieurs sujets où je suis concernée. Alors, vous pouvez me contacter, je pense que tu le mettras dans les Ouais, je le ressources mettrai aussi. dans les ressources. Donc, je parle d'autisme, de grossophobie, entre autres. Donc, vous pouvez me contacter. Je mets un petit peu de contenu quand j'ai du temps, ou quand c'est... Voilà. Ou je donne d'autres comptes aussi. Donc, n'hésitez pas à Ouais. venir. C'est sympa de discuter et souvent, ça permet aussi de s'apaiser soi-même. C'est important. Mm. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. Et on va finir par quelques petites questions. Qu'est-ce que tu... Là, admettons s'il y a des personnes qui nous écoutent et pour qui le sujet est encore un peu flou, etc. Pour toi, quelle est vraiment la chose à retenir sur l'autisme la plus importante qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à ce sujet-là quand on s'y connaît pas trop? En tant que personne concernée ou en tant En que... tant que personne non concernée plutôt, du coup. Ne jamais mettre en doute la parole Mm, d'une personne autiste. On a une vision du monde qui est tellement différente euh, que faut faire confiance. Voilà. ok. Et y a rien d'autre à faire. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent et qui pensent justement, se questionnent sur le fait d'être autiste? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors justement, si ces personnes se questionnent, d'aller voir des comptes de personnes autistes. Euh, et si elles ressentent une proximité dans les façons de voir les choses, les symptômes, on n'est pas forcé non plus de checker toutes les cases, hein. C'est voilà, mais qu'elles n'hésitent pas euh, à se dire autiste en fait. Et si par exemple les routines que vous voyez chez ces personnes, vous les trouvez intéressantes et vous font du bien, adoptez-les. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic qui dit voilà, tu es autiste. Maintenant, si vous avez possibilité quand même de vous faire diagnostiquer, ça vous ouvre des droits auprès de la MDPH. Et ça, faut pas passer à côté, hein. Euh, Par exemple, il y a encore des avantages au niveau de la retraite, au niveau de certains soins. euh, et être accompagné, surtout ne restez pas seul. C'est important parce que plus vous attendez le diagnostic, pas forcément formel, hein, mais le fait d'accepter d'être autiste, plus vous risquez d'accumuler des traumatismes comme moi je l'ai fait.
et ça va parasiter complètement le travail de diagnostic derrière. Donc, ayez confiance en vous. De toute façon, si vous passez les tests classiques auprès d'un neuropsychiatre, ça vous donnera la réponse. Mais en attendant, prenez soin de vous. Hmm. Ok, très bien. Et pour finir, donc une dernière question. Over the rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc une notion d'espoir qui est assez forte. Si aujourd'hui, pour finir, tu devais partager une notion positive et inspirante, un petit mot de la fin, une petite phrase de fin, un petit message que tu voudrais laisser aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? C'est un long chemin euh, d'accepter son autisme, mais je suis heureuse d'être autiste parce que ça m'ouvre une possibilité sensorielle énorme. Ça me permet de questionner la société. Et avoir des proches comme ça permet aussi de se dire, il y a d'autres possibles. On sort un peu de la boîte, on pense de façon différente. Et je pense que tous ces questionnements-là actuellement, c'est une très bonne chose. Et je suis hyper contente que les plus jeunes qui arrivent, euh, maintenant aient des mots pour dire ce qu'ils ressentent, que ce soit sur l'autisme, mais aussi sur le genre, sur tout ça. Et moi, je vois un beau chemin qui est en train de se créer. Quoi qu'on en dise, avoir des mots pour se qualifier, c'est essentiel. Eh ben, c'est un très beau message de fin. Merci beaucoup d'avoir transmis tout ça et merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire, d'avoir expliqué ce que c'était que l'autisme. C'était très intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup de personnes qui soit sont autistes ou qui ont des proches autistes. Donc merci beaucoup Maud d'être venue aujourd'hui. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et acheter mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!